Ouais, mais c'est ça, c'est surtout le plus 30 300% dans la journée, en fait, c'est ça qui attire les gens. Puis ils ont l'impression, ça renforce leur biais cognitif de se dire: «J'ai investi dans ce truc, ça a pumpé, forcément j'avais raison» et ça récompense d'une certaine manière aussi les mauvaises habitudes. Les habitudes d'hygiène, tu vois? De te dire: «J'investis n'importe comment, je fais du gambling, du machin». C'est comme ça que tu as beaucoup de gens, qui sont addicts aussi au casino et qui à un moment donné se font interdire de salles de jeu parce que, en fait, c'est souvent des gens qui ont gagné à un moment donné, puis après, ils peuvent plus s'arrêter. Jusqu'au moment où, en fait, ils perdent tout leur argent, ils sont interdits bancaires et tout. Et on a le même type de profil. Et même aussi chez les traders. Ça, je vais pas forcément me faire d'amis, mais il y en a beaucoup qui sont là-dedans aussi, hein. Ils vont regarder des patterns, ils vont dire: «Oh là, il y a un ascending triangle, c'est le même pattern qu'il y avait en 2017, ça va pumper et tout». Si tu regardes ces patterns-là, tu les rentres dans un PC, tu fais une analyse objective de toute la charte d'un actif en question et tu regardes et tu fais du backtesting pour voir si en effet ton approche de trading elle fonctionne. La réalité, c'est que l'écrasante majorité de ces stratégies-là ne fonctionnent pas. C'est un peu comme de l'astrophysique, tu vois, genre, enfin, de quelque chose qui n'est pas forcément basé, si tu veux, sur une science. Tu auras l'impression que ça fonctionne, tu auras l'impression de prendre des bonnes décisions, et des fois, la vie va te montrer que tu auras raison. Ah bah tiens, regarde, j'ai vu ce pattern et tout, breakout au-dessus, j'avais fait un long et tout, ça a marché. Ouais, mais en fait, et tu as l'impression que ton approche fonctionne jusqu'au moment où elle ne fonctionnera plus, et ton espérance de gain, elle va être négative, parce que tu peux gagner une fois, tu peux gagner deux fois, mais à un moment donné, tu vas prendre conscience, tu vas prendre la confiance et tu risques de prendre une décision qui va faire à un moment donné que tu vas perdre l'intégralité de ton capital. Et en fait, je te rends compte que la plupart des approches de trading que les gens te présentent, c'est des trucs, si tu les backtestes par un PC, donc qui va enlever les biais cognitifs et qui va éviter d'occulter les moments où ta stratégie n'aurait pas marché, parce que souvent les mecs ils vont dire regarde, là il y a un pattern aujourd'hui, c'est le même pattern qu'en 2016 ou qu'en 2015 ou qu'en 2017, mais en fait tu as occulté tous les autres patterns qui montraient que ton truc était faux. Tu vas juste le mettre de côté, tu vas pas les utiliser. Et la réalité c'est que si tu regardes, on l'a dit la dernière fois lors du précédent live, hein, les 100 voire le top 1000 des personnes les plus riches du monde, tu n'as pas un seul trader, hein. Tu as des investisseurs, Warren Buffett, investisseur, tu as Peter Lynch, tu as Ray Dalio, tu as des gens qui investissent concrètement sur du long terme. Tu n'as pas un seul trader. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que nous, on dit que, et même dans les grandes banques, hein, les grandes banques d'investissement font pas de trading. Les mecs, ils ont l'impression qu'ils font du trading. Il y a eu un moment donné où ils pouvaient avoir un avantage concurrentiel sur les ordres d'achat. Et c'est pour ça qu'ils utilisaient les fibres, tu sais, je ne sais plus comment on appelait ça. En gros, ils avaient des fibres pour placer des ordres très très rapidement et bien avant leurs concurrents. Maintenant, cet avantage-là, il est plus dispo. Mais la plupart de ce qu'on appelle trading dans des grandes banques d'investissement, même comme Barclays, que ce soit également aussi JP Morgan et tout, c'est pas des gens qui font du trading avec de la pauvre analyse technique, hein. C'est des gens qui sont déjà accompagnés par de l'IA, par des ordinateurs. BlackRock, ils sont pas avec leur trading view là en disant ah, tiens, il y a un breakout, il y a un truc, hein. Souvent, les gros fonds et là où il y a le plus gros volume sur le trading, c'est sur de l'arbitrage. Tu vas acheter une action sur une plateforme d'échange, tu vas en acheter pour plusieurs centaines de millions, tu vas le revendre un petit peu plus cher sur une autre plateforme d'échange, donc tu vas faire de l'arbitrage et là, tu as presque 100% de réussite. Mais sinon, tout le reste, c'est plutôt sur des produits dérivés, des produits structurés, des options, des CFD, des contrats à terme. Là, c'est encore autre chose. Mais l'écrasante majorité des gens qui font du trading, c'est qu'une question de temps avant qu'ils se fassent rincer. Et les chiffres le montrent, tu vois. Est-ce que ça veut dire que c'est pas possible de gagner de l'argent avec du trading? Bien sûr que si. Il y a des gens très très bons qui arrivent à en gagner, mais ça demande des années et des années d'expérience et du cassage de gueule et énormément d'argent perdu. Et même ces gens-là disent que ça représente une infime minorité de leur portefeuille d'activités qu'ils vont garder sur leur trading, sur leur compte de trading, et que le reste, tous les gains qu'ils font là-dessus, ils le mettent sur du portefeuille long terme. Tu retrouveras très peu de gens qui sont normalement structurés, qui vont faire du trading avec leur liberté financière et tout uniquement et exclusivement que sur du trading, parce qu'ils savent pertinemment qu'ils peuvent tout perdre. Et je sais qu'il y en a certains qui vont me dire ouais, on fait du risk management, on n'est pas obligé de mettre une grosse partie de son capital et c'est toujours risque-rendement, hein. Tu mets au risque, je sais pas, 1% de ton capital pour avoir peut-être une performance de 10%, 15%, 30%, mais même avec ça, on se rend compte que les dés sont pipés et franchement, regardez les chiffres, hein. Depuis le temps que le trading existe, est-ce qu'il y a dans le top 1000 un seul trader qui fait partie du top 1000 des personnes les plus riches du monde? Non. Les chiffres montrent aussi, les chiffres de l'AMF, c'est même pas moi qui le dis, en bourse traditionnelle, 90% des traders perdent 90% de leur capital en moins de 90 jours. En crypto, c'est encore pire.
La crypto, je le dis tout le temps ça aussi, classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. Si vous aviez fait un DCA historiquement parlant sur du Bitcoin, même si vous aviez acheté au plus haut, sur une période de 4 ans ou plus, vous seriez historiquement parlant forcément dans le positif. Est-ce qu'à l'avenir, ça sera encore le cas? J'en sais rien. Il y a combien de personnes qui sont en crypto depuis des années, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, qui ont une approche trading et qui aujourd'hui n'ont toujours jamais gagné d'argent. Ils sont toujours dans le négatif ou toujours en train de courir envers la nouvelle opportunité, le nouveau truc. Posez-vous des questions. Hein. Et c'est pour ça que on passe autant de temps avec Théo et Mickaël à vous donner vraiment un vrai raisonnement, des vraies compétences transversales pour que vous arriviez in fine à prendre vos propres décisions. Parce que l'écrasante majorité du contenu que vous retrouvez sur Internet, c'est du contenu qui est basé sur de l'analyse technique et de faire un peu l'appui et le beau temps, de vous dire ça peut monter, ça peut descendre, en regardant même sur de l'intraday des opportunités pour gagner de l'argent, en long, en short et tout. La majorité de ces personnes-là, 99% d'entre elles, ne gagnent pas un copec, perdent de l'argent. Perdent de l'argent, c'est un jeu perdant. Donc, franchement, la meilleure approche aujourd'hui que vous pouvez faire, et ça a été valable, mais de tout temps, hein, que ce soit en crypto, en bourse, en immobilier ou ce que vous voulez, c'est d'avoir une vision long terme, d'être longtemps sur le marché, d'avoir des vraies compétences, d'avoir une vraie expertise là-dessus et d'arriver in fine à prendre vos propres décisions et d'avoir une vraie gestion de risque. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous arriviez à avoir vos compétences transversales. Et donc, si vous vous intéressez à toutes ces choses-là, vous avez le programme Crypto Investisseur qui est dans la description de la vidéo, qui vous donnera en plus de 50 heures de contenu toutes les bases pour devenir autonome. Et si vous voulez aller plus loin et suivre ce qu'on fait à l'instant T pour gagner du temps, on a le programme d'accompagnement. Pareil, vous avez le lien dans la barre d'infos où on vous présente les projets qu'on a en portefeuille, ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. C'est surtout ça. On ne vous dit pas juste ce projet-là, il est intéressant. On vous explique le fondamental. On fait la veille de marché, l'analyse fondamentale, on fait les analyses on-chain, le suivi de portefeuille, la veille, la veille active de marché, etc., etc. Tout le travail normalement que vous devez faire, on va le faire d'une certaine manière pour que vous puissiez prendre vos propres décisions et vous faire gagner du temps. Mais il n'y a pas de stratégie miracle, malheureusement. Il n'y a pas une solution qui va répondre à toutes les obligations. C'est pour ça que vous devez vraiment rester vigilant. Je vais prendre d'autres questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Le trading à haute fréquence. Ouais, mais c'est ça. Le trading à haute fréquence, c'était ça. Le trading à haute fréquence, en fait, c'était clairement pas des humains, derrière, c'était des bots, hein, mais qui donnaient un avantage compétitif à certaines firmes qui avaient la fibre, notamment, et qui pouvaient passer des ordres beaucoup plus rapidement que d'autres, notamment aussi pour les capacités d'arbitrage. Il faut faire attention à l'aspect réglementation. Si trop de gens perdent à cause des mêmes coins, le premier réflexe du particulier est de se plaindre auprès des autorités comme la SEC et l'AMF. Mais ça a déjà été le cas. Hein. Si tu regardes sur 2017, quand il y a eu la folie un peu sur les ICO, au départ, les banques n'avaient pas trop de restrictions pour certaines d'entre elles, pas toutes, et même ça dépendait aussi des agences. Mais tu avais certaines d'entre elles qui pouvaient laisser la possibilité aux particuliers d'investir assez simplement en crypto. En 2017, il y a beaucoup de particuliers qui se sont fait rincer, clairement, qui se sont retournés auprès des banques, qui ont fait des actions en justice en disant voilà, on va porter plainte contre vous parce que vous ne nous avez pas protégés, vous nous avez laissé investir dans la crypto. Tu sais, c'est toujours ce côté on va blâmer l'autre. Tu vois, tu peux pas être responsable de tes actes. Ça, en France, c'est terrible et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est ils veulent gagner rapidement et puis quand ils se font rect, il faut forcément trouver un coupable, mais ça sera jamais eux-mêmes qui n'avaient pas les connaissances et qui ont fait n'importe quoi. Et donc, tu as beaucoup de banques qui ont dû payer des indemnités parce qu'elles ne s'étaient pas protégées correctement en termes de contrat pour les particuliers qui, eux, pour le coup, avaient fait n'importe quoi. C'est pour ça que maintenant, en tout cas depuis 2017, c'est pas le seul facteur, mais une partie de ces raisons qui font qu'aujourd'hui, les banques sont plus frileuses pour autoriser certaines personnes à investir en crypto et que souvent c'est un peu la croix et la bannière, c'est justement parce qu'il y a eu toutes ces problématiques sur 2017. Mais je suis d'accord avec toi, c'est possible après que la réglementation soit encore plus forte et comme à chaque fois qu'on a des news sur Internet et ailleurs, sur les réseaux sociaux en parlant de ce qu'il y a de mal entre guillemets en crypto, c'est toujours des choses au final que des gens comme vous et moi comprennent que ça n'a pas un réel intérêt. Par exemple, le cas de Celsius, Nexo, BlockFi, FTX,
On va dire c'est la fin de la crypto, le Bitcoin ne remontera jamais, la crypto s'est fait hacker et tout, alors qu'au final, déjà, c'est des phrases qui ne veulent rien dire. Et en plus de ça, on parle d'intermédiaires. C'est des intermédiaires qui ont fait banqueroute comme des centaines de milliers de personnes avant elles, en fait. Et la crypto en elle-même n'a pas changé. L'objectif de la crypto, c'est d'éliminer le risque de contrepartie, d'éliminer les intermédiaires, reprendre en main sa souveraineté monétaire. Vraiment, ces valeurs-là qui ont poussé l'écosystème crypto depuis le début. Mais voilà, on va toujours mettre en avant la personne qui a perdu beaucoup d'argent, la plateforme qui s'est fait hacker, la plateforme qui a fait faillite. Et ça a très mauvaise presse. Mais au final, c'est ça aussi qui crée des cycles. Parce que du moment où les gens vont commencer à monsieur et madame tout le monde vont entendre parler un peu de partout que c'est pourri, la crypto, c'est n'importe quoi, bah pour des gens qui ont compris qu'au final, ça n'avait rien changé et que c'était simplement la possibilité pour nous pour rentrer à moins cher pour préparer le prochain cycle, et ben voilà, on va saisir des opportunités là où beaucoup de gens vont s'y désintéresser. Mais c'est sûr que la réglementation, on le voit avec même la SEC. Hein. La SEC, elle a protégé aucun investisseur en crypto. Hein. La dernière fois qu'on en avait parlé, c'était sur fin 2013. Ils avaient sorti tout un listing de nouveaux projets pour lesquels ils avaient émis des suspicions de fraude et surtout, ils disaient attention, c'est peut-être des securities. Et dans la liste, il y avait des projets comme BitConnect, par exemple, hein, qui ont rug pull depuis 2017-2018. Donc en fait, c'est marrant de se rendre compte que la réglementation, elle a toujours vraiment un train de retard qui est énorme. Et de se dire que la SEC, l'AMF et ces grands organismes, qui sont quand même très très lents à la détente, hein, c'est quand même des gros organismes, la plupart du temps, surtout en crypto, c'est des organismes qui protègent absolument pas les particuliers. En réalité, pour le cas de la SEC, en plus, on peut se rendre compte qu'il y a certaines collusions avec des grandes institutions. Au moment où il y a eu, le timing était quand même un peu bizarre, hein. Au moment où la SEC a envoyé tout un tas de lettres à des porteurs de projets en disant tiens, ce projet-là, c'est une suspicion de fraude, suspicion de security token, même les grosses plateformes qui avaient des grosses parts de marché, même encore aujourd'hui, hein, Binance, Kraken, Coinbase, etc., ont reçu des lettres de la SEC pour suspicion de fraude. Et en même temps, on a eu une demande d'intégration de nouvelles grosses plateformes qui sont lancées par BlackRock, par Fidelity, par tout un tas de boîtes qui ont aussi des liens avec la SEC. Donc, moi, je ne serais pas étonné, je n'ai pas de preuves pour ça, hein, mais je ne serais pas étonné que ça fonctionne un peu de main dans la main, de se dire, tiens, on va prendre des parts de marché à certaines de ces boîtes-là pour aller les faire investir ailleurs sur d'autres plateformes ou sur d'autres projets. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de corruption. Et puis même en plus de ça, on peut regarder aussi sur la crise de subprime en 2008. Hein. La crise des subprimes en 2008, même les agences de notation qui savaient que ce qu'elles vendaient, ces subprimes, hein, ces dettes pourries qui étaient backées par des personnes qui n'avaient pas de capital pour rembourser leurs dettes, savaient très bien que c'était pourri. Elles ont quand même noté ces obligations AAA. Ça a été revendu de banque en banque dans le monde entier, donc il y a eu une contamination au niveau mondial. Et quand tout s'est effondré, il n'y a pas eu une de ces organisations qui a été remise en cause. Il n'y a pas eu un seul PDG, CEO d'une grande banque qui a fait de la prison. Il y en a certains qui ont démissionné, mais ils sont partis avec un grand parachute doré, avec plusieurs millions parce qu'ils avaient fait gagner énormément d'argent à la banque. Donc bref, voilà, on sait que c'est un jeu qui est un peu pipé. Donc c'est pour ça qu'il faut rester vigilant et je ne serais pas étonné, comme tu dis, hein, de se rendre compte au final que que les personnes qui se plaignent amènent une nouvelle réglementation qui soit peut-être plus restrictive sur la croissance et le développement de l'écosystème crypto plutôt que l'inverse. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit en Europe. Hein. En Europe, il y a énormément de restrictions. On essaie de contrôler un peu tout ça. Pareil comme au début d'Internet. Et au moment où finalement, on se rend compte qu'on a peut-être trop restreint l'écosystème, on se rend compte que les entreprises qui auraient pu se développer en Europe, au final, sont parties à l'étranger parce qu'il y avait une réglementation qui était beaucoup plus clémente, tout simplement. Gagner de l'argent rapidement, c'est possible, mais conserver une grande somme d'argent après des gains, c'est pas facile. Par exemple, les gagnants du loto, tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'avoir des compétences transversales, c'est super important. Et qu'on répète ça et on va continuer de répéter ça. Vous pouvez gagner une fois au loto, vous gagnerez sans doute jamais une deuxième fois. Et regardez l'histoire de gens, comme tu le dis, hein, qui gagnent au loto. La majorité de ces personnes-là se retrouvent ruinées quelques années après parce qu'elles ne savent pas gérer leur argent. Et
tu en as même certaines d'entre elles qui, au départ, n'étaient pas forcément dans une situation précaire. Tu avais des gens qui avaient un job, qui gagnaient plutôt bien leur vie, qui géraient leur capital. Alors, ce n'était pas des dizaines, voire des centaines de millions, mais qui géraient un capital qui était normal pour monsieur, madame, tout le monde. Et sauf que, au moment où ils ont commencé à gagner énormément d'argent, on te donne 100 millions d'un coup, et tu vas avoir des personnes véreuses qui vont te placer, qui vont te dire on va gérer ton argent, regarde, tu peux acheter cette maison, elle est super, tu vas l'acheter beaucoup trop cher, tu vas acheter une voiture, tu vas vivre très largement au-dessus de tes moyens, et tu peux te retrouver quelques années après dans une position bien plus compliquée, voire même en bankrupt total, alors que tu as gagné des centaines de millions et que ça faisait peut-être 35 ans que tu gérais d'une certaine manière plutôt bien ton budget. Donc ouais, c'est un peu le problème. Hein. Ceux qui sont addicts au jeu, à l'adrénaline et tout, en crypto, ça répond aussi une grosse partie à ça. Mais c'est une problématique. Ouais. Je sais pas si tu vois des questions intéressantes, Théo. Je sais pas si tu m'entends ou pas? Ouais, c'est bon. Parce que j'ai eu un problème d'internet, bon le courant est parti, donc bon, je suis de retour Ouais, et pas je voulais commenter juste, par rapport aussi aux 300 toujours dans le thème des meme coins et de prendre des profits. C'est vraiment le plus important et je pense que c'est un thème qu'on abordera de plus en plus souvent et tout au long de ce bull run. Parce que moi, si c'est vraiment une des leçons que j'ai appris, du précédent bull run, sans avoir investi dans les meme coins plus que ça, dès que tu commences à arriver avec des sommes importantes, voilà, dès que tu commences pas forcément du life changing, mais surtout si c'est du life changing d'ailleurs, mais pas forcément attendre non plus que ça fasse sur ces montants-là, mais prendre des profits. Je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui investissent sur les meme coins, qui voient le portefeuille monter à plusieurs dizaines, voire à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et bien que, si c'est le cas, s'il se trouve que le projet a assez de liquidité pour sortir, ne sortent pas. Et du coup, au final, ça va être un des sujets majeurs, je pense, encore une fois, de ce bull run, mais c'est prendre des profits, ne pas avoir peur d'en prendre et assez rapidement. Laisser, pourquoi pas, le bas courir, mais toujours pareil, gérer son risque, reprendre sa mise initiale assez rapidement et après prendre des profits. Toujours pareil, on a parlé d'essai à l'entrée, d'essai à la sortie et je pense que c'est une des thématiques qu'il faut bien avoir compris aussi, cet aspect sortie. Et je pense que la plupart des personnes qui commencent, on l'a pas forcément. Moi, je l'avais pas au dernier cycle, autant que je l'ai maintenant, tu vois, dans tous les cas. Cette partie-là de prendre des profits, et plus ça avance, plus je me dis, je vais sortir tôt. Je vais sortir tôt parce que je me suis déjà fait avoir sur certains projets. Donc, on va essayer de pas refaire la même, quoi. C'est clair. Et oui, c'est pas de leur faute. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu n'étais pas là, Théo, mais j'expliquais que la majorité des gens, en fait, quand ils gagnent de l'argent, entre guillemets, bon, ils vont être contents. Quand ils perdent, c'est jamais de leur faute. Et c'était un peu le problème qu'on avait en 2017 avec les ICO. Tu as beaucoup de gens qui sont retournés auprès des banques en disant vous m'avez pas empêché d'investir dans la crypto, même si eux, ils ont fait n'importe quoi, ils ont investi n'importe comment. Et tu as des banques qui ont perdu leur procès parce qu'ils n'avaient pas correctement bien ficelé leur contrat et tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué d'utiliser les banques pour investir dans la crypto, en fait. Parce qu'il y a eu beaucoup d'acteurs. Encore pareil, encore une fois, hein, vraiment le typiquement français. Hein, c'est jamais de leur faute, petite victime. Voilà.